Pour vous présenter le droit pénal général, si vous me connaissez déjà, vous savez que la théorie seule, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est par la même occasion vous montrer comment appliquer votre cours, comment appliquer vos connaissances concrètement. Parce que la théorie, c'est bien, mais ça mène pas bien loin. Donc, comment on fait dans un cas pratique, ou dans une dissertation, ou dans un commentaire d'arrêt? Comment on va appliquer ces connaissances théoriques? C'est pas toujours évident. Donc, même si en général, hein, j'oriente davantage les choses vers les cas pratiques, mais là, je vais tenter d'être ultra pédagogue avec vous. Je vais essayer de vous montrer la logique du droit pénal général, la logique de votre programme à travers les différentes notions elles-mêmes, bien évidemment, mais aussi à travers leur utilisation dans un cas pratique. Donc, comme ça, vous avez d'emblée une vision à la fois théorique et à la fois pratique pour bien démarrer en droit pénal. Je vous ai préparé, une petite carte mentale. Bon, après, c'est rien d'autre, pour le coup, hein, que votre programme en droit pénal général, mais on va pouvoir voir la logique à travers cette carte mentale. Mais déjà, qu'est-ce que le droit pénal général? Faut bien comprendre que le droit pénal général, c'est finalement le mode d'emploi du droit pénal, spécial. Deuxième matière que vous étudierez ultérieurement. Le droit pénal général, il rassemble toutes les règles communes applicables à toutes les infractions, règles communes prévues aux articles du livre 1 du code pénal. Alors que le droit pénal, spécial, bah, là, on va plutôt étudier toutes les infractions, mais les unes après les autres. Vous voyez? On va étudier le meurtre, l'empoisonnement, le vol, et cetera. Et pour maîtriser le droit pénal, spécial, vous devez maîtriser le droit pénal général et inversement. L'un ne va pas sans l'autre, et notamment dans un cas pratique. Vous allez le voir, on va concrétiser les choses juste après. Donc dans votre raisonnement, ça va être important de maîtriser, les 2 matières. Donc, je vous le disais, le droit pénal général, c'est un ensemble de règles communes à toutes les infractions. Voilà pourquoi au centre de la carte mentale, j'ai mis l'infraction. Et à ce titre, en droit pénal général, on distingue plusieurs infractions: les crimes, les délits et les contraventions. C'est prévu par l'article 111-1 du code pénal, donc c'est facile à retenir. Et du coup, les infractions, elles sont classées en fonction de leur gravité, des plus graves aux moins graves. Donc c'est-à-dire, crime, délit, contravention. Le crime, un exemple de crime, le meurtre, un exemple de délit, le vol, un exemple de contravention, ben, par exemple, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ne constituent qu'une contravention. Bon, sauf évidemment, si elles sont commises dans certaines circonstances, à ce moment-là, les faits peuvent, revêtir une qualification délictuelle. Donc ça veut dire que, ça peut devenir un délit dans certains cas prévus par le code pénal. Mais donc vous le voyez, cette classification des infractions en fonction de leur gravité, ça a un impact sur les peines. Un crime, il est puni plus sévèrement qu'un délit. Un délit est puni plus sévèrement qu'une contravention. Mais ça a aussi un impact sur les juridictions compétentes. Pourquoi? Parce que le tribunal de police connaît des contraventions. Le tribunal correctionnel juge les délits. Les cours d'assises, les crimes. Donc voilà, on a vu les infractions et justement, dans un cas pratique, va falloir vérifier que telle infraction est bien caractérisée. Vous avez en gros un ou plusieurs individus qui ont commis, tel fait. Par exemple, il y a un auteur et il y a son complice. Va falloir qualifier ces faits, et donc qualifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre une étiquette pénale sur tel fait. Qualifier, c'est le fait de rattacher tel fait concret à une infraction prévue par la loi. Je vous donne un exemple, très simple, hein. Imaginez A prend le téléphone de B pendant qu'il avait le dos tourné et s'enfuit avec le téléphone. Eh bien, ces faits vont pouvoir être qualifiés de vol, OK, très bien, mais est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait vol? Comment on sait que le vol est bien caractérisé? Comment on fait pour vérifier qu'une infraction, ou que telle ou telle infraction, hein, est bien caractérisée? Bah, l'infraction, elle sera bien caractérisée seulement si tous ces éléments constitutifs sont réunis. Élément légal, élément matériel, élément moral. Toutes les infractions ont 3 éléments, constitutifs: légal, matériel, moral. Le droit pénal général vous apprend ce que sont concrètement les éléments constitutifs d'une infraction, et dans le droit pénal spécial, vous étudiez les éléments constitutifs propres à chaque infraction. Dans le droit pénal général, vous apprenez que l'élément légal, signifie que l'infraction, elle doit être prévue par un texte de loi, tout simplement. Ça veut dire qu'un individu ne peut pas être condamné pour un fait qui n'est pas puni par la loi et qui ne constitue donc pas une infraction. C'est le principe de l'égalité des délits et des peines. Consécration de l'adage nullum crimen nulla poene sine lege. Donc, ça veut dire pas d'infraction ni de peine sans texte. Faut qu'un comportement ait été défini, incriminé par un texte pour pouvoir être réprimé.
et dans un cas pratique, bah, ça revient à viser le bon fondement légal. Élément matériel d'une infraction maintenant, bah, c'est démontrer qu'il y a eu un acte ou une omission. Donc, j'ai commis tel acte positif, le vol, hein, j'ai agi positivement, ou alors j'ai commis un acte négatif. Et donc là, ça peut être une omission ou une abstention, comme, la non-assistance à personne en péril. Ça peut être aussi un acte d'imprudence, les blessures involontaires. Ensuite, on a l'élément moral. Bah, là, tout simplement, c'est l'intention de l'auteur des faits. Vous voyez? Donc c'est la volonté chez l'auteur de vouloir, commettre, cette infraction. Donc en droit pénal général, vous étudiez le fait que toutes les infractions ont un élément légal, matériel, moral et en droit pénal spécial, vous voyez l'élément légal, matériel, moral propre à chaque infraction. Je vous l'ai dit et je reprends mon exemple, du vol, hein. L'élément légal, c'est quoi pour le vol? L'article 311-1 du code pénal. Le vol, il est bien défini à l'article 311-1, donc ça, c'est votre fondement légal et ce texte nous dit quoi? Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc d'un point de vue matériel maintenant, il faudra démontrer qu'il y a eu d'une part une soustraction, donc le vol n'est caractérisé que s'il y a eu, déplacement d'une chose et il faut que ce soit la chose d'autrui évidemment. Donc on a pris, enlevé, vous voyez, la chose appartenant à autrui, sans le consentement de son propriétaire. Et ensuite, il faut un élément intentionnel. Alors là, c'est très intéressant parce que vous avez d'une part l'article 121-3 du code pénal qui vous dit qu'il n'y a point de délit ou de crime sans intention de le commettre. Typiquement, c'est une règle de droit pénal général. 121-3 vous donne le mode d'emploi de l'élément moral pour toutes les infractions. Vous voyez? Donc selon 121-3 du code pénal, si on prend le vol, bah, c'est un délit. Le vol est donc une infraction intentionnelle, puisqu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre au sens de l'article 121-3. Vous voyez? Et vous avez en outre l'article 311-1, toujours par rapport au vol, qui vient nous préciser, pour l'élément moral du vol, qu'il doit s'agir d'une soustraction frauduleuse. Et cette notion frauduleuse veut dire que l'auteur doit avoir agi de façon intentionnelle, vous voyez, contre le gré du propriétaire de la chose soustraite ou de son légitime détenteur. Si jamais tous les éléments constitutifs ne sont pas réunis, bah, on peut se demander: «Est-ce qu'il n'y aurait pas tentative?» Et ça, vous allez le voir en droit pénal général, mais là, vous voyez la logique dans un cas pratique? Vous étudiez les éléments constitutifs de l'infraction, vous cherchez à caractériser l'infraction. Si jamais il manque un des éléments constitutifs de l'infraction, donc s'il manque l'élément matériel de l'infraction, bah, faut se demander dans votre tête: «Est-ce que vous pourriez pas aller sur le terrain de la tentative?» Vous voyez, il faut vraiment exploiter toutes les possibilités et donc vous allez apprendre toutes les règles liées à la tentative en droit pénal parce que, voilà, on n'a pas besoin qu'une infraction soit commise pour pouvoir engager des poursuites à l'encontre d'une personne. La loi, elle punit l'infraction qui est entièrement consommée, oui, pas de problème, mais elle punit aussi la tentative d'infraction et ça, c'est prévu aux articles 121-4 et 5 du code pénal. Et ensuite, évidemment, qui dit infraction dit loi. Et on y a fait référence à plusieurs reprises, et c'est logique, je vous ai dit, principe de l'égalité des délits et des peines, un individu ne peut pas être condamné pour un fait qui n'est pas puni par la loi et qui ne constitue donc pas une infraction. Donc, faut un texte de loi, la loi qui va venir définir les crimes et les délits et la loi va fixer les peines applicables à leurs auteurs. Mais attention, le texte, ça peut être aussi un texte réglementaire, d'accord? Le règlement va déterminer les contraventions. Je vous ai donné un exemple de contravention tout à l'heure. Bah, ce serait, voilà, par exemple, l'article R blablabla du code pénal, tout simplement. Ça, c'est 111-2 du code pénal qui vous le dit. Alors, et donc, on nous parle, hein, clairement, hein, de ce partage de compétences entre le parlement et le gouvernement. Parlement, donc la loi, c'est le texte voté par le parlement, pouvoir législatif d'un côté et puis on a le gouvernement, donc avec, ce règlement qui est le texte adopté, par le pouvoir exécutif. Donc qui dit infraction dit loi, mais dit aussi juge et le juge, notamment, il doit s'assurer que les faits poursuivis entrent bien dans le champ d'application de la loi pénale. Il faut vérifier l'application de la loi au regard d'éventuels conflits de loi dans le temps ou même, conflits, dans l'espace, vous voyez? La loi, en fait, elle est parfois modifiée avec le temps et effectivement, il peut y avoir du coup un conflit de loi dans le temps, c'est-à-dire des faits sont commis
et une nouvelle loi entre en vigueur après la commission des faits, mais avant le jugement définitif. Est-ce qu'on applique la loi nouvelle? Sachant que la loi nouvelle, oui, elle s'applique forcément aux faits commis après son entrée en vigueur. Là, il y a pas de conflit. Mais, si les faits ont été commis avant que cette loi n'intervienne, comment on fait? Bah, il y a des règles, que justement vous allez étudier en droit pénal général. Et puis, aussi, est-ce que, la loi pénale française peut s'appliquer? Vous voyez? C'est l'application de la loi, pénale française, donc finalement, le territoire français va être perturbé lorsqu'une infraction, elle est commise en France, quelle que soit la nationalité de la victime ou de l'auteur. Mais l'ordre public français, il faut bien comprendre qu'il peut aussi être troublé par des infractions commises pourtant à l'étranger, vous voyez? Donc la loi pénale française, elle peut punir des infractions évidemment commises en France, mais ça, c'est le système de la compétence territoriale. Mais elle peut aussi punir des infractions commises à l'étranger. Il y a des règles et c'est très important dans un cas pratique. Pourquoi? Parce que l'incompétence des juridictions pénales, françaises peut être un obstacle juridique aux poursuites. Vous voyez? Par exemple, si l'infraction elle est commise à l'étranger par un étranger, bah, dans ce cas, il y a pas de raison que la France soit compétente. Même si à ce moment-là, bah, il y aura pas de suite dans votre cas pratique, hein, mais c'est un exemple et pourquoi pas? Mais, il y a pas que ça comme obstacle juridique. Les obstacles juridiques, ils sont variés et vous allez voir l'intérêt. Donc, ils peuvent être de droit pur, c'est-à-dire qu'on peut avoir la prescription de l'action publique aussi et l'incompétence de la juridiction, comme je viens de vous le dire. Mais on peut aussi avoir des obstacles, liés à des raisons, finalement, qui sont davantage rapprochées aux faits. Parce que l'intéressé, pourra se prévaloir d'une cause d'irresponsabilité pénale, par exemple, la légitime défense. Lorsqu'un tribunal, constate l'existence dans ses éléments légal, matériel et moral d'une infraction commise par une personne physique ou morale, ayant agi à titre d'auteur ou de complice, bah, il doit déclarer cette personne pénalement responsable des faits commis. Mais la loi, parfois, elle interdit de considérer que la responsabilité pénale de la personne poursuivie puisse être effectivement engagée. Le code pénal, il qualifie ces obstacles juridiques, hein, ces obstacles légaux, de cause d'irresponsabilité pénale. C'est les articles 122-1 à 122-8 du code pénal. Et donc, on a les causes objectives d'irresponsabilité pénale, on appelle ça aussi les faits justificatifs, et puis on a les causes subjectives d'irresponsabilité pénale ou causes de non-imputabilité, comme ça qu'on appelle. Alors, par rapport aux causes objectives d'irresponsabilité pénale, on peut avoir l'ordre ou l'autorisation de la loi ou du règlement, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense dont je vous parlais, l'état de nécessité. On peut aussi avoir, donc les lanceurs d'alerte. En fait, on a eu la loi du 9 décembre 2016 relative à la modernisation de la vie économique qui a prévu cette nouvelle cause d'irresponsabilité, donc en faveur des lanceurs d'alerte. Et puis on a, comme je vous l'ai dit, les causes subjectives d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale, à savoir l'abolition ou l'altération du discernement qui résulte d'un trouble mental, la contrainte, l'erreur, sur le droit, la minorité. Donc voilà. Ensuite, une fois que l'infraction elle est caractérisée, il y a pas de problème, il y a pas d'obstacle aux poursuites, ben, évidemment, il faut voir la peine encourue et celle que le juge pourrait prononcer avec peut-être, voilà, le régime de la récidive, par exemple, vous voyez? Donc toujours, dans un cas pratique, l'idée c'est que, voilà, vous avez votre cours, votre plan ne va pas correspondre, bien évidemment, aux réponses qui seront attendues dans votre cas pratique, au raisonnement attendu dans votre cas pratique, quel que soit le cas pratique en droit pénal. Et donc, il faut bien prendre, conscience dès maintenant, donc j'anticipe aussi un petit peu avec le droit pénal spécial, mais comme ça vous êtes armés, votre cas pratique, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez qualifier les faits, donc vous avez vos faits, vous avez, certains protagonistes, vous devez qualifier les faits, donc mettre une étiquette pénale aux faits. Une fois que vous avez mis une étiquette pénale, bah, va falloir vérifier que l'infraction, elle est bien caractérisée, concrètement, à travers, ces éléments constitutifs qu'on a vus, éléments légal, moral et pardon, éléments matériels et moral. Et donc une fois que vous avez fait ça, imaginons que, votre infraction n'est pas caractérisée parce que l'élément matériel fait défaut. N'oubliez pas à ce moment-là, hop, la petite fenêtre comme je vous ai dit, pensez à la tentative et donc bah, à ce moment-là, dans votre cas pratique, il faudra dire, donc les éléments constitutifs ne sont pas réunis, mais il convient, d'envisager, la tentative. Vous voyez? Donc là, je parle entre nous, hein. Il faudra évidemment faire des formules juridiques, plus,
un petit peu plus joli. Mais voilà l'idée. Moi, c'est surtout ça que là, à ce stade, je veux que vous compreniez. C'est-à-dire que là, il faut vraiment rien oublier. Il y a un raisonnement particulier à avoir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la méthodologie en droit pénal, donc allez la voir si vous voulez, vraiment très complète. Et du coup, voilà, et admettons donc la tentative, voilà, donc on va voir la tentative, de vol par exemple et en vertu de l'article 121 tiré et cetera et cetera. Vous voyez? Si jamais maintenant, les éléments constitutifs, sont bien remplis, il y a pas de problème, bon, bah, à ce moment-là, on va se poser la question: «Est-ce qu'il y aurait pas des obstacles juridiques aux poursuites?» Là finalement, si vous voulez, quand vous essayez de caractériser l'infraction, vous êtes plutôt dans un rôle d'accusation. Vous allez, chercher à caractériser les infractions, hein. Là, on n'est pas au prétoire. Il s'agit pas certes, peut-être que votre client vient vous voir, vous êtes l'avocat, mais il faut rester objectif dans un cas pratique, hein. Il s'agit pas de plaider, pas du tout. C'est une consultation juridique, c'est un cas pratique, donc faire attention à ça et donc vous allez devoir caractériser les infractions et donc s'il y a des éléments en faveur ou en défaveur de votre client, va falloir les mettre en avant, quels qu'ils soient, d'accord? Donc maintenant, imaginons que donc que l'infraction elle est bien caractérisée, bah, est-ce que, donc là vous êtes dans un rôle d'accusation, d'accord? On est plutôt dans le rôle du parquet à ce moment-là et hop, on va basculer dans le rôle de l'avocat tout de suite après pour voir s'il y a pas d'éventuels obstacles aux poursuites, vous voyez? En regardant, est-ce que là, on pourrait pas dire qu'il y a légitime défense, par exemple? Tout ce genre de choses. Donc voilà et ensuite, bah, soit on voit qu'il y a un obstacle et donc effectivement, notre client pourra être coupable, mais pas responsable, vous voyez? Si jamais, il y a pas on peut pas, voilà, on peut pas se dire que, il y a un obstacle, aux poursuites, bah, faut voir, évidemment à ce stade ensuite la peine encourue. Quelle est la peine encourue? Donc si c'est le vol, bah, vous regardez la peine encourue du vol, c'est, tant et voilà et donc ce qui peut se passer ensuite, c'est éventuellement, et comme je l'ai dit, hein, le régime de la récidive. Donc vous allez avoir toutes les règles liées à la récidive et cetera et cetera. Donc en fait, étudier le droit pénal général, c'est étudier la loi, c'est étudier celui qui l'a enfreint, donc le délinquant à travers lequel vous étudiez l'infraction, la responsabilité pénale et le juge qui va connaître de cette infraction et le cas échéant, prononcer une peine. Et d'ailleurs, on peut avoir plusieurs peines, hein. On peut avoir des peines alternatives à l'emprisonnement, tout d'abord, la détention à domicile sous surveillance électronique, le jour amende, les peines de stage, le travail d'intérêt général. On peut avoir des mesures d'aménagement de la peine par la juridiction de jugement, donc on va avoir l'ajournement et la dispense de peine et cetera et cetera et cetera. Donc et plus classiquement, bien sûr, la peine de prison avec une amende, enfin voilà. J'espère que la vidéo aura été claire pour vous sur cette présentation par rapport au droit pénal général. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas et puis n'hésitez pas à encourager mon travail, liker la vidéo et puis, vous abonner à la chaîne pour recevoir, eh bien, toutes les actualités, toutes les nouveautés, comme ça vous serez à jour.